Madagascar, des centaines de partisans de l'opposition ont à nouveau manifesté dans la capitale Antananarivo pour dénoncer la répression meurtrière du rassemblement antigouvernemental de samedi dernier. Au Mali, des terroristes ont tiré des obus vers des camps de l'armée malienne et de la MINUSMA à Tombouctou sans faire de victimes. Selon des sources de sécurité maliennes et onusiennes, ce sont des tirs indirects. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se pencher mercredi sur un projet de résolution sur le Sahara occidental porté par l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Rabat est à l'offensive diplomatique. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se pencher mercredi prochain sur un projet de résolution sur le Sahara occidental porté par l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Rabat est à l'offensive diplomatique pour récupérer ce territoire qu'il a toujours réclamé. Reportage. Les manœuvres diplomatiques battent leur plein dans les couloirs du siège des Nations Unies alors que le jour de vote du projet de résolution sur le Sahara approche. Censé être présenté au Conseil de sécurité le 25 avril, le texte de résolution est dirigé par les Amis du Sahara, un groupe composé de l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. Et c'est bien les États-Unis, via son ambassadrice représentante permanente à l'ONU, Nikki Haley, qui tient le stylo. Et la première mouture de cette résolution n'est pas pour satisfaire Rabat qui lui reproche de ne pas condamner ouvertement les incursions du Polisario dans la zone tampon, selon une source diplomatique marocaine. Le Royaume s'active d'ailleurs pour tenter de modifier le contenu de ce projet de résolution. Avec l'appui de la France, le Maroc cherche à peser sur les membres du groupe avec pour objectif d'arracher une condamnation ferme du Polisario. Une offensive diplomatique qui intervient alors que le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a souligné lors d'un point de presse récent que le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINURSO, Colin Stewart, a préféré, depuis son arrivée fin décembre 2017, adhérer à la pratique de longue date de tenir les réunions avec le Polisario à Rabouni en Algérie, alors que les séparatistes cherchaient à rencontrer Stewart à Bir Larlou, localité située sur une zone de restriction. La MINURSO a informé le Conseil de sécurité que le 16 mars, dans la localité de Tifariti, des observateurs militaires de la MINURSO en service ont été interceptés par des membres armés du Front Polisario qui ont procédé à des tirs de sommation, a par ailleurs apporté le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Une déclaration qui fait écho aux dénonciations du Maroc, dont le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita dénonçait début avril des provocations, des manœuvres du Polisario encouragées par l'Algérie pour modifier le statut de cette zone tampon. Et pour contrer l'offensive diplomatique marocaine, le Polisario a rendu public la semaine dernière un mémorandum dans lequel il s'insurge contre ce qu'il qualifie de campagne médiatique et diplomatique frénétique de désinformation menée par Rabat. Au Cameroun, le convoi du gouverneur de la région du sud-ouest anglophone a été la cible vendredi d'une attaque. Celle-ci est survenue alors que l'intéressé se rendait dans la région de Mindi pour l'installation du nouveau sous-préfet. Reportage. Le gouverneur du sud-ouest camerounais a fait l'objet d'une attaque alors qu'il était en route pour la cérémonie d'installation du nouveau préfet. Des tirs ont visé son convoi au niveau de Léou. Aucun bilan officiel n'a été publié pour l'heure. Toutefois, selon des sources concordantes, plusieurs personnes ont été blessées dans le convoi. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, toutes deux anglophones, regroupent environ 20% de la population camerounaise. Elles sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise sociopolitique qui s'est peu à peu transformée en un conflit armé. Les séparatistes en lutte pour l'indépendance du Cameroun anglophone ont demandé aux représentants de Yaoundé ainsi qu'aux forces de sécurité de quitter leur territoire, les qualifiant de forces d'occupation. Depuis 3 mois, les groupes séparatistes armés y multiplient les actions violentes contre des symboles de l'État, notamment les attaques de gendarmerie, les enlèvements de fonctionnaires ou encore des accrochages avec l'armée. Les populations des 2 régions anglophones du pays font face à des besoins humanitaires grandissants. Certains habitants de la zone ont d'ailleurs migré vers d'autres pays, notamment le Nigeria, voisin par milliers. D'autres se réfugient en zone francophone.
Le président angolais João Lourenço a démis de ses fonctions lundi le chef d'état-major général de son armée, le général Geraldo Nanda, un mois après donc sa mise en cause par le bureau du procureur général dans une affaire de corruption. Les détails. Dans un communiqué, João Lourenço a annoncé sans commentaire son remplacement par le général Antonio Egidio de Souza Santos. Le 26 mars, le procureur général adjoint du pays avait révélé l'inculpation du général Sachipengo Nunda et de 3 autres officiers supérieurs dans une enquête portant sur une fraude chiffrée à 50 milliards de dollars. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre dernier, Lourenço a fait de la lutte anticorruption une de ses priorités. Il n'a pas hésité à limoger de nombreux proches de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, qui lui a cédé les rênes du pays après un règne sans partage de 38 ans, pendant lesquels il a mis l'économie du pays en coupe réglée. Un des fils dos Santos, José Filomeno, a été récemment inculpé pour une tentative de détournement de 1,5 milliard de dollars alors qu'il dirigeait le fonds souverain du pays. Sa fille, Isabelle dos Santos, fait, elle, l'objet d'une autre enquête portant sur des virements suspects alors qu'elle exerçait les fonctions de PDG de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Outre ces cas emblématiques, des dizaines de hauts fonctionnaires ou patrons d'entreprises publiques ont été récemment remerciés. Plusieurs autres hauts responsables de l'armée ont été limogés lundi par le président, dont 2 adjoints du chef d'état-major limogé et le chef des services de renseignement extérieur. Cette décision a été prise malgré le vote d'une loi imposée par l'ancien président dos Santos quelques semaines avant la fin de son mandat qui gelait pour 8 ans les nominations aux principaux postes d'encadrement des forces de sécurité. Les relations sont tendues depuis plusieurs mois entre Lourenço et dos Santos. À Madagascar, des centaines de partisans de l'opposition ont à nouveau manifesté dans la capitale Antananarivo pour dénoncer la répression meurtrière du rassemblement antigouvernemental de samedi dernier. Militaires et policiers en armes ont interdit dès les premières heures du jour les accès à la place du 13 mai aux protestataires avant de se retirer en fin de matinée. Des partisans de l'opposition malgache ont à nouveau défié ce lundi le président Heri Rajaonari Mampianine dans la capitale Antananarivo. Ils étaient des centaines à manifester pour dénoncer la répression meurtrière du rassemblement antigouvernemental de samedi dernier qui avait fait 2 morts et 16 blessés selon un bilan provisoire de sources hospitalières. Militaires et policiers en armes ont d'abord interdit ce lundi les accès à la place du 13 mai aux protestataires avant de se retirer en fin de matinée. Le ministre malgache de la Défense, le général Beni-Xavier Rassolofonirina, a expliqué lors d'une conférence de presse que c'est pour éviter les affrontements violents qui pourraient entraîner de grands dommages entre malgaches que les forces de l'ordre ont choisi de quitter la place. Dans le calme, les partisans de l'opposition ont alors pris le contrôle de la place du 13 mai pour y honorer la mémoire des victimes des violences de samedi. Le président malgache, qui a dénoncé dimanche soir un coup d'État lors d'une allocution à la télévision et sur les réseaux sociaux, a appelé tous les malgaches au calme. Au Niger, la crise scolaire et universitaire est loin de connaître son épilogue. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens vient de lancer un mot d'ordre de grève illimitée. Le gouvernement ferme la porte aux négociations en fermant donc le campus universitaire. Plusieurs étudiants arrêtés lors de la manifestation du 18 avril dernier ont été déférés et placés sous mandat de dépôt. Le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens, qui est activement recherché par la gendarmerie nationale, a lancé donc un appel aux scolaires pour observer le mot d'ordre de grève qui, selon lui, reste la seule solution pour contraindre les autorités à revoir leur copie. On l'écoute. Nous venons de déclencher un combat, évidemment un combat qui n'est pas fortuit, un combat qui est la résultante directe d'une lutte, évidemment, entamée depuis fort longtemps. Nous voulons, à travers ce communiqué, rassurer les militantes et militants, les sections de l'USN, les sous-sections, de resserrer leurs rangs, de s'engager avec la plus grande détermination pour veiller, évidemment, d'une part, à l'exécution du présent mot d'ordre. Nous invitons l'ensemble des scolaires nigériens à rester chez eux, qu'ils soient des instituts, des universités publiques du Niger, des écoles publiques, des écoles privées, qu'ils restent chez eux. Qu'ils n'ont même pas besoin de partir à l'école pour qu'une sous-section ou des éléments de l'ordre puissent venir leur faire sortir. Qu'ils marquent leur solidarité agissante dans ce contexte de crise, évidemment,
et aussi prouver leur détermination, leur engagement à faire aboutir leurs justes et légitimes revendications. Beaucoup de tentations allant dans le sens de diviser les scolaires sont en train d'être orchestrées par des ennemis qui sont internes à l'organisation et qui sont aussi externes. C'est là qui, à leur temps, ont échoué. C'est là qui estiment que nous-mêmes, nous devrons échouer. Nous devrons aujourd'hui leur montrer le contraire. Leur montrer le contraire en évidemment manifestant une solidarité inexplicable, évidemment une union évidemment hors pair. Nous devrons leur faire comprendre que si eux, face à ces épreuves, on y a échoué. Nous n'avons pas intérêt à échouer parce qu'en échouant, non seulement les scolaires nigériens ont échoué, l'ISN a échoué, mais au-delà, c'est le Niger qui a échoué parce que ce combat apportera son fruit pour le bien-être de notre pays qui semble être pris en otage par des personnes qui veulent à tout prix exercer évidemment le pouvoir de la pensée unique. Que c'est là qui pensent que la lutte est radicalisée, que c'est maintenant la lutte sera radicalisée. C'est maintenant nous allons prendre toutes nos responsabilités pour radicaliser les luttes. En France, le quotidien des voyageurs des lignes franciliennes est régulièrement perturbé depuis le début du mouvement de la Société nationale des chemins de fer français à la gare Montparnasse. Beaucoup disent leur ras-le-bol. On les suit. On est là, on attend. Le train il n'est pas encore arrivé. On ne sait pas à quelle heure il va arriver. Et puis, donc ça dure pratiquement un mois, 2 fois par semaine, comme vous le savez. Et on arrive souvent en retard. Et on a marre. Et il y a tellement d'autres métiers aussi qui sont très compliqués que je trouve ça un petit peu difficile de faire grève. Et c'est un peu aberrant pour moi. Mais après, je comprends que les cheminots aient besoin de défendre leurs droits, mais je suis pas pour du tout. Je trouve que c'est pas possible de faire subir autant de difficultés à des gens qui demandent qu'à aller travailler le matin et rentrer tranquillement chez eux le soir. Voilà, c'est pas nouveau. Et ça vient surtout après une période où même sans grève, il y avait des problèmes épouvantables sur cette ligne. Donc oui, le ras-le-bol est fort. Nous aussi, on va bosser. Nous aussi, on est impactés, mine de rien, parce que il arrive que il faut qu'on finisse plus tard, qu'on commence plus tôt aussi. Enfin, on a des imprévus nous aussi et on ne peut pas toujours y pallier. Et ça devient compliqué de s'organiser. Donc nos employeurs font avec, mais parfois c'est compliqué. La Coupe du Monde, c'est en juillet. La Confédération africaine de football va contribuer à la préparation des 5 équipes africaines qualifiées pour ce mondial 2018 à hauteur de $500 000 chacune, a annoncé le président de l'instance Ahmad Ahmad. Il a également appelé les fédérations européennes à se prononcer en faveur du Maroc, candidat à l'organisation du mondial 2026. Quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en été, elle n'est pas figée et peut être adaptée en fonction du climat selon lui. Suivons un extrait de ses propos. La dotation de $500 000 distribuée par la CAF est destinée à la préparation des 5 équipes qui s'apprêtent à participer à la compétition en Russie en juin prochain, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. C'est la fédération qualifiée qui est avec son équipe, mais nous, là, on est derrière à ce moment-là. On apporte notre contribution dans la préparation, c'est ce que nous pouvons faire. Interrogé sur la possibilité prochaine ou non d'une victoire africaine dans la compétition mondiale, Ahmad a répondu, c'est le vœu, la prière de tout ressortissant africain. Après, c'est sur le terrain que ça se passe. Le Maroc, candidat à l'organisation du mondial 2026, peut compter sur le président de la CAF. Nous, même sur le plan politique, je ne vous le cache pas, on propose à l'Europe. Nous sommes les 2 grandes confédérations. Votez pour nous, on votera pour vous aussi la prochaine fois. Les fédérations européennes, comme la France, ont d'ores et déjà annoncé leur soutien à la candidature marocaine en concurrence avec une candidature commune États-Unis, Canada, Mexique. Le président de la CAF s'est aussi prononcé sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour se dérouler en été lors de sa prochaine édition au Cameroun en 2019. Moi, j'ai un principe de gestion. Si je suis élu, c'est pour répondre aux attentes des parties prenantes. Et les parties prenantes, que ce soit les fédérations, les joueurs, les entraîneurs, tous, vous avez entendu lorsqu'ils se sont réunis, lorsqu'on les a réunis pour ce symposium. C'est eux qui ont voulu. On a déjà écouté, on a entendu leurs cris,
Mais on les a réunis officiellement pour qu'il y ait une tribune d'expression. On peut être flexible et on les a dit. On a déjà annoncé dès le départ. C'est pas figé. On peut revoir ensemble avec les parties prenantes, dans tel cas, comment on fait. La CAF a décidé lors d'un symposium en juillet d'organiser désormais en été la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition habituellement organisée l'hiver. Lors du même symposium de juillet, la CAF a également validé le passage de 16 à 24 équipes en compétition. Merci à vous, Joannes Toano, pour ce compte rendu. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.